Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous. 4e numéro de Aime l'entretien, cette série d'entretiens qui va nous réunir très fréquemment jusqu'à la présidentielle. Beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, les Français vous ont posé beaucoup de questions également sur aimelafrance.fr. Des questions, des témoignages aussi, on va les voir tout au long de cet entretien. D'abord, votre actualité. Vous vous êtes rendu hier, mardi, au SAMU de Paris, service de santé d'excellence. On peut le dire, vous êtes allé marquer là-bas votre soutien évidemment aux soignants qui font un travail remarquable dans des conditions de plus en plus déplorables. On le constate et on l'a constaté notamment depuis le début de cette crise sanitaire. Que vous ont dit les soignants, les personnels que vous avez rencontrés justement à ce sujet-là ? Alors, si vous voulez, l'hôpital va très mal. Je pense que les Français en sont conscients. C'est aussi la succession d'erreurs, de politiques qui ont été faites pendant des années. J'en donne une seule, mais par exemple, les 35 heures ont été mises en œuvre à l'hôpital, devaient être compensées par 45 000 embauches de soignants. Vous imaginez bien que les 45 000 embauches de soignants n'ont pas été effectuées pour compenser cela. Des erreurs sur le choix, par exemple, de la tarification à l'acte. Merci Xavier Bertrand, merci Castex, d'ailleurs, parce que les deux étaient à la manœuvre dans ce domaine. Et puis, en fait, l'hôpital concentre tous les maux de notre société. La précarisation du personnel soignant qui a vu sa situation salariale en réalité, de pouvoir d'achat s'effondrer dans les 40 dernières années, la violence auquel ils sont confrontés, les choix politiques de restrictions budgétaires, on ferme des lits au moment où évidemment on devrait en ouvrir, et notamment pendant la crise sanitaire, l'immigration, parce que quand on fait rentrer des gens nombreux sur un territoire et qu'on considère qu'il faut absolument tous les soigner, quelle que soit leur situation, y compris quand ils sont clandestins, tout ça, évidemment, ça pèse sur l'hôpital. Et puis, la situation particulière des urgences. Donc, je suis allé au SAMU, j'ai été reçu par l'éminent professeur Carly, qui est une sommité dans son domaine, qui est le patron du SAMU 75. Et c'est vrai qu'ils font un travail absolument remarquable, mais que incontestablement, il y a un mal-être de la part des soignants, de la part des médecins, auxquels il faut à tout prix apporter des réponses. Les réponses passent d'abord par des investissements en matière de lits. Il faut déjà arrêter de supprimer des lits. Il faut un moratoire pour l'hôpital pour supprimer des lits. Mais pour les urgences tout particulièrement, je pense qu'il y a, et c'est un peu de ça dont nous avons parlé, des sujets. D'abord le sujet de la direction générale de l'hôpital. Aujourd'hui, ce sont des administrateurs qui dirigent l'hôpital, c'est-à-dire que ce ne sont pas des médecins. Il faut qu'il y ait au moins un administrateur et un médecin, parce que les médecins ils font de la médecine et donc ils savent évidemment comment ça fonctionne. Deuxièmement, il faut arrêter les strates, il y en a 10. Ça ce sont des engagements. Non, mais c'est un engagement, évidemment. Il y a 10 strates dans l'hôpital, c'est horrible, c'est suradministré. Il y a 35% des gens dans l'hôpital, c'est un peu comme dans l'enseignement, 35% des gens dans l'hôpital qui sont dans l'administratif. Il faut de l'administratif, bien sûr, mais pas plus de 20%. Et il faut que tout le reste, évidemment, ce soit des soignants. Et puis, il y a le problème spécifique des personnes âgées. Dans les urgences, moi, je pense qu'il faut véritablement créer des urgences spécifiques gériatriques. Alors, il y a une autre solution, on en a discuté hier avec le président du SAMU, qui consisterait à directement emmener dans les services gériatriques les personnes âgées qui sont en situation d'urgence. C'est-à-dire qu'il existe dans le secteur gériatrique des urgences gériatriques spécifiques, pour éviter les images qu'on voit trop souvent de personnes âgées qui attendent pendant des heures. Des heures dans les couloirs. Exactement, sur des brancards, alors qu'on sait que bien souvent, quand il y a une urgence gériatrique, ça entraîne, au moins pendant quelques temps, une hospitalisation. Et puis, il faut réfléchir à la formation et à la qualification des infirmières pour leur permettre de monter en grade et d'avoir des compétences particulières avec évidemment un salaire qui soit un salaire supérieur. Aujourd'hui, c'est le président de la Fédération hospitalière de France qui dit que l'hôpital est le premier désert médical de France. Il y a 30% des postes qui ne sont pas pourvus. Bon, il faut apporter absolument une réponse à ça parce que la santé, c'est un bien commun. C'est un investissement qui a été fait par des générations entières de Français et on ne peut pas admettre que, mais de manière générale d'ailleurs, on paye de plus en plus d'impôts et en réalité on a des services publics qui sont en train de s'effondrer sous nos yeux. C'est le cas de la santé, c'est le cas de l'enseignement, c'est le cas de la sécurité, c'est le cas de la justice. Il faut remettre tout ça sur les rails, quoi. Vous avez aussi proposé d'adosser, de manière systématique d'ailleurs, un cabinet médical libéral à chaque service d'urgence. Mais si on renforce les urgences,
en moyens, en hommes, en effectifs, je veux dire, en femmes et en hommes, et on n'aura pas besoin. Si, il y a besoin parce qu'en réalité, les urgences, c'est un travail spécifique. Vous voyez, et les infirmiers qui travaillent dans les urgences ont une formation spécifique. Les médecins sont des médecins urgentistes. Or, beaucoup, si vous voulez, des gens qui arrivent aux urgences le font parce qu'en réalité, ils n'arrivent plus à trouver une offre de soins de ville. Alors on dit, ils viennent pour rien. Non. Enfin, si, ça peut arriver, mais ceux-là, il faut les renvoyer chez eux pour aller voir leur médecin généraliste. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent uniquement parce qu'ils ont des douleurs extrêmement fortes, qui ne nécessitent pas une intervention, mais qui nécessitent qu'on traite la douleur. Or, au milieu de la nuit, quand vous avez une douleur terrible, il faut bien trouver un endroit pour pouvoir obtenir des antalgiques qui vous permettent d'attendre de voir votre médecin traitant. Donc, l'idée de dégager les urgences de tout ce qui relève en réalité de la médecine de ville, mais qui atterrit aux urgences parce qu'il y a un problème d'accès à la médecine de ville, m'apparaît être une bonne solution. D'ailleurs, j'ai noté, c'est intéressant, qu'il y a une expérimentation, justement, je l'ai découvert en allant au SAMU 75, où quand on dispatche les appels des gens qui téléphonent pour des urgences, eh bien, il y a une expérimentation avec un secteur qui est dédié, en réalité, à ce qui est considéré comme urgent. La douleur est urgente, hein. Il faut régler le problème de la douleur, hein. Ça peut avoir des conséquences et puis ça dit quelque chose, mais pas d'urgence obligatoirement vitale. Et j'ai vu hier cette expérimentation et je me suis dit qu'en réalité, on avait donc bien, on était parti sur la bonne piste. Marine Le Pen, il y a urgence, sans jeu de mots, à renforcer, à remettre en ordre de marche notre système de santé. Bah évidemment, enfin, la santé, c'est notre bien le plus précieux. Et puis le modèle de santé français, bien souvent les Français ne s'en rendent pas compte d'ailleurs, est un modèle qui était envié dans le monde. Ouais. On ne peut pas le laisser se dégrader. Et on a tous les éléments, tous les moyens pour pouvoir continuer à investir dans un système de santé qui fonctionne, pour peu que, encore une fois, on revienne à du bon sens, 20% d'administratifs et 80% de soignants, des infirmières et des infirmiers avec des salaires revalorisés parce qu'ils sont encore payés 10% moins cher que la moyenne de l'OCDE, et ce, après le Ségur de la santé, et puis des investissements en infrastructure. Parce que demain, on va avoir, et on a déjà des avancées technologiques qui sont importantes et qui vont soulager aussi notre système de santé. Moi, je pense à la télésanté. Il n'y a pas que la télémédecine, hein, mais la télésanté, avec toutes les avancées technologiques que ça va pouvoir permettre, va évidemment soulager beaucoup de nos compatriotes, et notamment dans les zones qui sont des zones qui sont désertifiées. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas uniquement en augmentant les salaires des médecins qu'on arrivera à les faire venir dans des zones qui sont des zones désertifiées. Un médecin, ce n'est pas quelque chose en stabulation. C'est un homme, bien souvent avec une famille. Donc, quand ils viennent, il faut qu'ils ne soient pas trop éloignés d'un hôpital parce que souvent, ils travaillent en libéral et à l'hôpital. Il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des transports. Or, ils ne viennent pas bien souvent parce qu'en réalité, il n'y a plus rien dans nos campagnes. C'est donc plus généralement le problème de l'aménagement du territoire qu'il faut voir, mais aussi, pardon, je parle, c'est un peu spécifique, hein, ceux qui nous écoutent et qui sont dans la santé vont comprendre, mais je pense qu'il faut que les médecins travaillent en réseau. C'est-à-dire que le médecin ne se sente pas seul dans un territoire, qu'il y ait vraiment un travail qui soit fait de coordination départementale entre les différents médecins avec les nouvelles technologies pour qu'il puisse y avoir vraiment un fonctionnement possiblement collectif du travail de ces médecins de ville. Pour revenir à la casse, puisque c'est une casse de l'hôpital public à laquelle on assiste depuis des années, honnêtement, vous vous êtes dit quoi quand vous avez appris, comme nous tous hein, d'ailleurs, que l'an dernier, en pleine crise sanitaire, en 2020, en pleine crise sanitaire, 5700 lits d'hôpital avaient été supprimés? Mais je me suis dit que ça n'est que le symptôme de la folie administrative, si vous voulez. C'est-à-dire que le patient n'est plus la priorité de nos dirigeants politiques. La priorité de nos dirigeants politiques, c'est des courbes, c'est des statistiques, ce sont des budgets, il faut faire rentrer les choses dans les budgets, et on voit bien que l'objectif qui est d'apporter un surcroît de santé dans un pays civilisé comme le nôtre, eh bien, n'est plus l'objectif, a été perdu de vue par nos responsables politiques. Vous savez, il faut écouter quand même les gens qui sont sur le terrain. Moi, j'ai écouté le professeur Carly, c'est passionnant. Et on voit bien que bien souvent, ce sont, comme dans d'autres domaines, des mesures de bon sens
qui sont attendus. Il y a beaucoup de personnels soignants qui ont envie de prendre des responsabilités. Le professeur Carly m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit pendant la crise sanitaire, ça a très bien fonctionné en réalité. Parce que l'administratif et les médecins se sont mis main dans la main pour pouvoir apporter des solutions. Et souvent des solutions que personne n'avait imaginées. Il ne faut pas qu'à nouveau, maintenant que la crise, ou demain quand la crise sera terminée, ce soit à nouveau les administratifs qui reprennent intégralement le pouvoir, avec tout ce que ça peut entraîner de décalage avec la réalité et les besoins, et que les médecins ou les soignants soient à nouveau renvoyés à une absence totale de prise de décision. Il y a aussi beaucoup de personnels soignants qui ont envie de quitter leur boulot tout bonnement. 2 messages justement de soignants sur mlafrance.fr. Armelle et Rémi. Elle est infirmière dans l'Ouest parisien, elle ne précise pas où exactement, elle ne précise pas son âge. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle gagne 1 870 € par mois, net. Il est aide-soignant, Rémi, en banlieue ouest, lui, de la capitale, 1 700 € par mois. On imagine les difficultés pour se loger correctement près de leur hôpital. Ils n'ont pas de questions précises à vous poser, mais tous les deux expriment un désarroi. Et il est évident, Armelle est obligée, elle le dit, de se loger avec sa fille à 1 heure de transport de son hôpital. Elle est à bout, c'est ce qu'elle met textuellement. Et Rémi, lui, ne s'en sort pas. Il songe donc à changer de boulot. C'est dramatique. 40%. Dramatique. 40% des infirmiers qui sont vraiment des gens remarquables. Je veux dire, tous les gens qui sont allés à l'hôpital ou ont eu des proches à l'hôpital peuvent témoigner de leur gentillesse, de leur attention, du respect qu'ils ont, de leur volonté de travailler bien. Et vous imaginez pas la culpabilité qui les saisit. Moi, quand je suis à la Milou, j'ai discuté avec des infirmières et des infirmiers, hein, des aides-soignants, et ils me disent, mais on vit dans la culpabilité permanente, parce qu'on voit bien qu'on ne fait pas notre métier comme on devrait le faire, qu'on ne prend pas le temps nécessaire, parce qu'on est en sous-effectif, qu'on nous en demande trop, on nous change de service en permanence, on se retrouve en psychiatrie, on ne connaît pas la psychiatrie, le lendemain, on est aux urgences, on n'a pas la... Donc, je veux dire, ils ont le sentiment d'être des pions qui en réalité passent leur vie à boucher des trous. Et c'est vrai que dans les grandes villes, il y a un vrai sujet sur le logement et sur la difficulté qu'il y a à se loger. Il faut avoir une réflexion là-dessus, et notamment avoir une réflexion sur, c'est fait déjà pour un certain nombre d'autres fonctionnaires, sur comment est-ce qu'on fait pour pouvoir offrir un accès peut-être à des logements sociaux ou à des immeubles à loyer modéré pour les soignants, à l'intérieur de Paris, au plus près de leur hôpital, pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller loger à 1 heure, quand tout va bien, parfois à 1h30 ou à 2 heures, plus encore une fois cette revalorisation salariale de 10% qui est absolument essentielle. Sans compter toutes les mesures, vous le savez, que je veux prendre moi pour améliorer le pouvoir d'achat des Français de manière générale. Mais là, il y a une situation qui est une situation spécifique. On ne peut pas les laisser vivre avec un tel sentiment de culpabilité. Ce n'est pas possible. Ça nous amène à la crise sanitaire, Marine Le Pen, à sa gestion. La gestion de cette crise par le gouvernement. Un peu plus de 75% des Français aujourd'hui sont complètement vaccinés. Mais malgré cela, on commence à entendre cette détestable petite musique d'un éventuel reconfinement. Ça vous dit quoi, ça? Ça dit que quand on n'a qu'un clou, toutes les solutions ressemblent à un marteau. C'est-à-dire qu'en réalité, le gouvernement s'est focalisé sur le vaccin, comme si le vaccin allait être la solution miracle, sans regarder les études, sans regarder ce qu'on en attendait d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'alors que tout le monde est vacciné et que cette fameuse immunité collective devait être l'issue de la vaccination générale de la population, et donc la sortie de la crise, la fin du pass sanitaire, j'en passe, etc., eh bien, ça n'est pas ce qui se passe. Parce que le vaccin, en réalité, est plus un traitement qu'un vaccin, en ce sens qu'on peut attraper le Covid en étant vacciné, peut-être un peu moins, mais on peut l'attraper et on peut le transmettre. En revanche, c'est une protection individuelle, c'est-à-dire qu'il évite les formes graves. Donc c'est évidemment très positif, rien que ça c'est positif. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est passé à côté de tout le reste. À côté de la détection anticipée des clusters, avec l'analyse des eaux usées, qui pourtant fonctionne extrêmement bien. On sait, avec l'analyse des eaux usées, presque 2 à 3 jours parfois avant l'émergence du cluster, c'est avant que la personne ait des symptômes, qu'il y a une circulation du virus dans une école ou dans un EHPAD. Ça permettait, je veux dire, de mettre en place tout de suite des mesures, et y compris des mesures pour soigner tout de suite avec des médicaments dès que les symptômes apparaissent. Et là encore, le gouvernement s'est complètement désintéressé de cela et même est allé plus loin, puisqu'il a empêché les médecins de pouvoir prescrire les médicaments qui leur apparaissaient
comme étant les meilleurs pour éviter la duplication du virus et donc éviter en réalité qu'on en arrive à des formes graves du virus. Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites parce que le vaccin, de manière presque étonnante de la part du gouvernement. Question de Jean-Philippe sur mlafrance.fr de Saint-Brieuc. 11% de plus de 75 ans, des plus de 75 ans ne sont toujours pas vaccinés. Pourquoi est-ce qu'on ne les oblige pas à se faire vacciner, dit-il ? Parce qu'on les oblige, il ne faut pas obliger les gens à se faire vacciner. La vaccination doit être un acte qui doit rester libre. En revanche, il faut les convaincre d'aller se faire vacciner. Et là, c'est tout le problème de la foi des Français dans la parole du gouvernement. Enfin, pardon, au bout de 60 mensonges successifs, j'exagère un peu, mais à peine, les masques, les tests, le pass sanitaire ne sera jamais utilisé pour les actes de la vie quotidienne, puis ça a été le cas, et puis après, le pass sanitaire ne sera jamais soumis à l'exigence d'une 3e dose, et puis c'est le cas. Il n'y a plus de confiance dans le gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Il y a une défiance. Mais il y aura toujours, de toute façon, un pourcentage résiduel de gens qui ne voudront pas se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on fait? On les attrape de force, on leur envoie la police, on les pique de force. Mais c'est pas imaginable, je veux dire. Il en va quand même de nos libertés individuelles. C'est pas anodin. Mais la question est légitime, la question de Jean-Philippe. Bien sûr, mais toutes les questions sont légitimes. D'ailleurs, Sandrine de Levallois-Perret, elle vous signale que pendant ce temps-là, pendant que ces 11% de plus de 75 ans ne sont toujours pas vaccinés, ces 2 enfants de 6 et 9 ans passent leur journée, comme tous les enfants de France d'ailleurs, masqués à l'école du matin au soir. Ça les mine, leur travail s'en ressent, elle le dit. Pourquoi leur faire subir ça? Pardon, mais à partir du moment où le vaccin est une protection individuelle, je veux dire qu'on ait 80 ou 90 ans ou qu'on en ait 18, on décide librement du risque que l'on prend. Les personnes de 90 ans qui ne souhaitent pas se faire vacciner, ils connaissent les risques. Le risque, parce qu'ils sont particulièrement, évidemment, en danger face à ce Covid, le risque, c'est qu'ils fassent une forme grave et qu'ils décèdent. C'est leur responsabilité. Mais les enfants n'ont pas à payer pour ça. Moi, je suis totalement opposé à la vaccination des enfants. L'idée de vacciner des enfants de 5 à 12 ans, il n'est pas question, parce que pour eux, il n'y a aucun risque, quasiment, de développer une forme grave. Donc, il n'y a aucune raison de les vacciner et il n'y a aucune raison de les masquer parce que ça devient inhumain de masquer des enfants toute la journée comme on l'a fait. C'est en même temps inhumain et en réalité, c'est en même temps inutile. Et si on avait la capacité de détecter des clusters en amont avec la généralisation de l'analyse des eaux usées, on pourrait très bien voir dans une école, on dit « Ah, là, il y a une circulation du virus. » Donc, on laisse les enfants à la maison pendant 2 jours, le temps de voir qui développe des symptômes et donc casser la chaîne de transmission. Donc, on fait n'importe quoi parce que le gouvernement n'a qu'une seule idée en tête et qu'une seule solution dans son esprit, c'est la coercition. Alors moi, je considère qu'il arrive un moment où la coercition est insupportable, inconstitutionnelle, presque, contraire à nos valeurs et de surcroît inefficace. Ce dont on va parler maintenant, Marine Le Pen, est aussi incroyable qu'inquiétant, finalement. On apprend que quelques dizaines de voyous sont capables, aujourd'hui, en 2021, en France, de pourrir la vie de tout un quartier. Pas n'importe quel quartier, un quartier en plein cœur d'une grande ville. Je parle du quartier de la Guillotière, à Lyon. Les voyous, là-bas, ils font la loi, purement et simplement, au point de pousser des commerçants à baisser leurs rideaux, plutôt que prévu le soir, pour des raisons de sécurité. Un supermarché est obligé de baisser son rideau à 17h, désormais. Incroyable. Mais ça arrive partout. Ça n'est pas une exception, c'est pas parce que BFM TV a décidé d'aller faire un reportage sur le sujet que c'est une anecdote ou quelque chose de nouveau. C'est partout. On n'est pas en périphérie d'une ville. Mais c'est partout comme ça. On est en plein cœur de la ville de Lyon. Mais c'est partout comme ça. Il y a partout des cités, il y a 200 cités toxiques en France dans lesquelles ce sont les voyous qui font la loi. Je veux dire, dans lesquelles vous ne pouvez pas entrer en voiture dans la cité sans expliquer pourquoi vous le faites et en montrant vos papiers d'identité, dans lesquelles vous ne pouvez pas rentrer dans l'immeuble sans que des voyous vous autorisent à y entrer, dans lequel des services publics ferment parce que je suis allé dans le Vaucluse, le service social avait fermé à cause des dealers. Je veux dire, il n'y a plus un magasin à cause des dealers. On a déversé des milliards dans la politique de la ville en pure perte depuis 40 ans. Parce que depuis 40 ans et les émeutes des Minguettes, ça n'a pas cessé de se diffuser absolument partout. Pour une raison simple, quand on n'arrête pas les criminels, ils ne s'arrêtent pas. Donc si on ne les arrête pas, ils ne s'arrêteront pas. Et comme les pouvoirs publics ont baissé les yeux
on rasait les murs et on laissait en réalité ces gens prendre le pouvoir à la place du pouvoir de l'État. Ils ont transféré à ces voyous l'autorité sur des gens qui y vivent et qui subissent cette autorité. C'est pour ça que souvent je dis ce ne sont pas des zones de non-droit, ce sont des zones d'un autre droit. Le droit des trafiquants, le droit parfois de la charia, c'est un autre droit qui s'applique. Donc soit on remet en ordre et on reprend la main sur ces 200 cités toxiques, parce que dedans, il y a des Français, et parfois même d'ailleurs des étrangers, qui ont envie d'y vivre sereinement, tranquillement, qui crèvent de peur pour leurs enfants, qui ont peur le matin en se réveillant que leur voiture est brûlée. Cette situation ne peut pas durer. Il faut siffler la fin de la récréation. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Ça, c'est ce que font croire les pouvoirs publics pour expliquer, en réalité, leur incompétence et leur absence totale de volonté, leur inertie face à cette situation. Bien sûr qu'il n'est pas trop tard. Je lisais encore à la Guillotière à Lyon les témoignages de la communauté asiatique. Il y a un Chinatown à Lyon comme à Paris, la communauté asiatique qui disait mais ça s'est aggravé dans des conditions spectaculaires. Nous avons une baisse de 30% de notre clientèle. Les gens ne viennent plus, ils ont peur, ils se font voler comme au coin d'un bois. Et on laisse faire ça comme si c'était une fatalité, un orage, une crue d'une rivière, une canicule. Non, c'est pas. C'est la conséquence de décisions politiques dans notre pays, ou plutôt de l'absence de décisions politiques. Vous vous rendez à Marseille en fin de semaine, Marine Le Pen. Là-bas aussi, il y a des quartiers d'un autre droit, comme vous dire. À vrai dire, même à en croire les syndicats de police des Bouches-du-Rhône, certains syndicats, dont le syndicat Alliance, c'est l'ensemble des quartiers nord qui comptent 42 cités, qui seraient finalement un quartier d'un autre droit. Oui. Question toute simple, légitime aussi, on l'entend beaucoup d'ailleurs, de Laurence Claus sur mlafrance.fr. Pourquoi ne pas faire intervenir l'armée dans ces quartiers? Parce que l'armée est là pour tirer. Et par conséquent, on n'envoie pas l'armée pour tirer dans les quartiers. Et parce qu'il y a d'autres solutions. En réalité, il y a d'autres solutions. Il y a parfaitement, on a des forces de l'ordre dont la spécificité est précisément de gérer des cités telles que celle-là. Tout ce qu'ils attendent, c'est d'avoir les ordres pour le faire. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on donne les moyens à la justice de pouvoir condamner ces gens et les mettre hors d'état de nuire. Et puis, il faut qu'on donne les moyens aux pénitentiaires de pouvoir les enfermer. Il faut quand même comprendre comment ça se passe. J'ai discuté hier avec un magistrat. Le magistrat me dit, nous, quand on était en audience, on recevait un fax du centre pénitentiaire en disant « Aujourd'hui, on a 60 matelas au sol ». Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on n'en est pas à de la prison ferme. Aujourd'hui, quasiment toutes les condamnations à moins de 1 an de prison, et croyez-moi, pour avoir été avocat, que pour prendre 1 an de prison ferme aujourd'hui, en 2021, c'était déjà le cas quand j'étais avocat il y a une vingtaine d'années, il faut en faire. Il faut en faire des choses graves. Eh bien, ne sont pas exécutées. Enfin, en tout cas, elles sont contournées par des mesures, alors les bracelets, les stages de citoyenneté, tout ça. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de cette chaîne pénale, on ne pourra pas rétablir l'autorité de l'État dans notre pays. Il faut plus de places de prison, il faut des peines courtes pour les primo-délinquants, mais des peines de prison courtes, mais qui s'appliquent, et qui ne s'appliquent pas 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard, qui s'appliquent tout de suite. Il faut mettre les dealers et les chefs de bande, encore une fois, hors d'état de nuire, avec des peines de prison qui soient à la hauteur de ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la perturbation de la vie de centaines, voire de milliers de gens honnêtes qui subissent cela. Mais il faut arrêter le laxisme. Regardez dans le domaine des squats. Je prends ce symbole-là parce que vraiment, je pense que chacun comprend que l'État a totalement abandonné, que nos politiques sont coupables, mais en réalité, les véritables coupables, ce sont les politiques de tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui entrent dans des appartements. Les propriétaires ne peuvent pas récupérer leur logement. La justice ne leur donne pas raison. C'était à Marseille, je crois, il y a un monsieur qui n'a pas pu récupérer son appartement parce qu'il y a une famille algérienne qui s'est installée avec les moutons à l'intérieur. Non mais sérieusement. Et la justice lui donne tort. Mais là aussi, moi j'ai fait une proposition de loi pour changer ça. En 24 heures, tout le monde dehors. Dehors. Et si l'État, par l'intermédiaire du préfet, ne fait pas ce qu'il faut pour virer ces squatteurs, eh bien c'est l'État qui doit être condamné
à payer des dédommagements aux propriétaires. C'est honteux cette situation. Je veux dire, il faut renforcer les peines en cas d'intrusion dans un domicile et de maintien illégal dans un domicile. Ces gens sont des délinquants. Mais vous voyez que quand je vous dis c'est du bon sens, et on me dit ah mais ça va être c'est difficile, on a tout essayé, mais on n'a rien essayé. Quand on n'est même pas fichu de restituer à une vieille dame sa maison ou un couple son appartement dont il est propriétaire, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de casser les serrures et de s'y installer avec femme, enfant et accessoirement à Marseille mouton, je veux dire qu'on ne me dise pas qu'on a tout essayé, ça n'est pas vrai. On passe à un autre thème, Marine Le Pen. On a beaucoup parlé ces derniers jours des inégalités de salaire. Homme-femme, présidente de la République, vous ferez quoi pour y remédier? C'est ce que vous demande Ludivine de Montfort-en-Chalosse. C'est dans les Landes. Mais d'abord, la loi existe. La loi, elle existe. Elle n'est pas forcément appliquée. Marine. Oui, mais elle n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce que les syndicats font peut-être pas leur travail aussi. Je veux dire, c'est aux syndicats, en réalité, de regarder dans chaque entreprise si véritablement il y a des entreprises, et il y en a, c'est incontestable, qui, au motif que les femmes ont des enfants, ou pourraient en avoir, décident que les salaires des femmes doivent être inférieurs à compétence égale avec celles des hommes. Enfin, moi j'ai entendu, il y a encore des gens qui croient, comme Éric Zemmour, qu'en fait c'est les femmes qui choisissent volontairement des postes où elles sont moins payées, parce qu'on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas, elles ont envie d'être moins payées que les hommes. Non mais ça n'a aucun sens. Donc il faut que les syndicats fassent leur travail et qu'évidemment les pouvoirs publics fassent appliquer les lois, parce que ces lois, elles existent. Il faut aussi compenser, si vous voulez, en termes de pouvoir d'achat, les gens qui font des enfants, parce qu'il est évident que ça a eu une influence sur les carrières. On ne va pas se raconter d'histoire, on le sait que ça a une influence sur une carrière d'avoir des enfants. C'est aussi pour ça que moi je veux que les allocations familiales redeviennent universelles et soient réservées accessoirement aux Français, mais redeviennent universelles. Parce que les allocations familiales, ça n'a pas vocation à faire une différence entre ceux qui ont des enfants et qui sont modestes et ceux qui ont des enfants et qui sont dans la classe moyenne. Ça a vocation à réduire l'inégalité entre ceux de la classe moyenne qui ont des enfants et ceux de la classe moyenne qui n'en ont pas, ou ceux de la classe modeste qui ont des enfants et ceux de la classe modeste qui n'en ont pas. Vous avez annoncé vouloir que le travail paye. Enfin, l'idée, ce que vous avez annoncé, serait donc d'exonérer de cotisations patronales les entreprises qui voudraient bien augmenter de 10% les salaires de ceux qui gagnent jusqu'à 3 fois le SMIC. 3 fois, Marine Le Pen. Si je me souviens bien de ce que disait François Hollande, à 3 fois le SMIC, on est quasiment riche. Oui, d'accord. Enfin, François Hollande a dit énormément de sottises. 4 000 €. Et par conséquent, on ne peut pas se fonder sur François Hollande. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que la classe moyenne a vu peser sur elle, au fur et à mesure des années, un poids considérable dans le financement, en réalité, de la réduction des inégalités. On dit souvent trop pauvre pour être riche, trop riche pour être pauvre. Voilà. Donc, c'est une sorte de pyramide qui, pour beaucoup, repose sur la classe moyenne. Il faut donc l'inclure dans la nécessité de cette augmentation de salaire. Aujourd'hui, les salaires sont trop bas en France. Trop bas. Salaire médian, 1 940 €. Je suis désolé, mais c'est déjà extrêmement difficile de vivre en province avec un salaire tel que celui-là. Dans une grande ville, navré, mais c'est quasiment impossible. C'est notamment quasiment impossible de rentrer dans un logement. Parce qu'en réalité, il faut 3 fois un salaire. Il faut 3 fois le montant du loyer, gagner 3 fois le montant du loyer pour accéder à un logement. C'est quasiment impossible. Bon. On en est là aujourd'hui dans notre pays. Donc il faut augmenter les salaires. Il y a 2 possibilités. Soit on augmente le SMIC. Donc en réalité, il n'y a que ceux qui gagnent le SMIC qui en profitent, c'est déjà pas mal. Hein. Mais surtout, ça oblige les entreprises qui n'ont pas la possibilité, parce qu'elles sont fragiles, il y en a, hein, qui sont fragiles financièrement, ça les oblige à un surcroît de dépenses qu'elles ne peuvent pas assumer, au risque de les voir défaillir. Ce n'est pas l'objectif. Là, si vous voulez, c'est vraiment un accord qu'on passe. Moi, je dis aux entreprises, écoutez, voilà, les salaires sont trop bas. Vous le savez d'ailleurs, vous avez du mal à recruter, pour certaines d'entre vous, parce que les salaires sont trop bas par rapport à la difficulté des emplois. Par conséquent, et puis par rapport au coût de la vie, tout simplement, au coût de la vie. Donc, moi, je vous dis, on va passer un accord. Dans le cadre d'un accord d'entreprise, vous augmentez les salaires de tous vos salariés, parce que c'est ça le deal. Tous vos salariés jusqu'à 3 fois le SMIC de 10%. Et moi, je vais geler les cotisations patronales. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à payer l'augmentation des cotisations patronales, qui est la conséquence normalement naturelle de l'augmentation des salaires. Et je pense que ça, c'est vraiment un moyen d'accompagner les entreprises. C'est volontaire.
on ne force personne, mais de toute façon, elles sentent bien qu'elles sont obligées en grande partie, dans certains secteurs, de le faire. Et ça leur permet de pouvoir augmenter les salaires sans voir leurs dépenses augmenter dans des proportions qui sont impossibles à gérer pour elles. Et puis, c'est une mesure sociale. Jusqu'à 3 fois le SMIC, les gens vont voir leur salaire augmenter de 10%. C'est absolument nécessaire. Autre question d'actualité fraîche. L'Assemblée nationale a adopté hier une proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale. Parmi ce qu'on y trouve, la vente de chiots et de chatons en animalerie serait interdite. C'est bien. Les peines seraient durcies pour ceux qui maltraitent leur animal. Est-ce que ça va assez loin, selon vous, ce qui s'est passé à l'Assemblée et qui va passer devant le Sénat demain d'ailleurs? Mais il y a un grand nombre de mesures dans cette loi qui vont dans le bon sens. Mais je pense qu'il faut voir plus globalement le sujet de la protection animale. Et il faut apaiser la situation. Car vous voyez, j'ai eu un témoignage là, il y a quelques jours d'un dirigeant de centre équestre. Mais ils ont peur. Ils disent, mais on commence à s'inquiéter parce qu'on se dit, mais est-ce qu'au fur et à mesure, on va pouvoir continuer à ouvrir notre centre équestre, continuer à faire de l'équitation? Finalement, comme les cirques. Voilà, il y a une vraie inquiétude. Donc moi, je pars de la situation suivante. Dans le Code civil aujourd'hui, le Code civil, il est séparé. Il y a les hommes d'un côté, les meubles de l'autre. D'accord ? Je voudrais qu'il y ait un 3e chapitre. Parce qu'aujourd'hui, les animaux sont encore des meubles. Ce sont certes aujourd'hui des êtres sensibles, considérés comme tels, mais ce sont des meubles. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, la société a assez évolué, je pense, pour qu'il y ait les hommes et les règles qui leur sont applicables, les meubles et les règles qui leur sont applicables, et les animaux et les règles qui leur sont applicables. Avec évidemment des différences à l'intérieur. Il y a les animaux domestiques, il y a ce qu'on appelle les animaux d'usage, et il y a les animaux sauvages. Pourquoi ? Parce que je veux qu'on arrête de faire de ce sujet un sujet de bisbille permanente dans notre pays. Ceux qui veulent protéger les animaux ont raison de le faire. Mais il existe aussi des gens qui sont des agriculteurs et qui nous nourrissent. Et qui, à un moment donné, ont des craintes en se disant « mais est-ce qu'on va encore pouvoir élever des animaux pour pouvoir nourrir la population ?» Et puis, il y a les chasseurs qui s'inquiètent. Donc, quand on aura fait ce chapitre sur les animaux, qu'on aura mis tout le monde autour de la table, qu'on aura travaillé avec l'Assemblée nationale, quand je serai présidente de la République, que j'aurai impulsé cette révolution dans le Code civil, et que l'Assemblée nationale aura travaillé sur ce sujet, eh bien, en même temps, les gens qui sont extrêmement intéressés, et j'en fais partie bien sûr, pour l'amélioration de la condition animale, et en même temps les gens qui travaillent avec des animaux ou qui ont des traditions auxquelles ils sont attachés comme la chasse, seront rassurés et pourront enfin envisager une cohabitation autour de l'idée qu'une civilisation se mesure aussi, encore une fois, à la manière dont on traite les animaux. Puis je pense qu'il y a, pour la protection animale, des aides qui pourraient être quand même mises en œuvre. Je vous donne juste un chiffre parce qu'il m'a frappé. Sur 5 milliards accordés par l'État au secteur associatif, il n'y a que 64 000 € qui va à la protection animale. Bon, c'est quand même relativement peu. Il faut qu'on puisse aider ces associations, pas seulement les grandes, mais pas seulement les grandes. Les petites, il y en a plein dans les communes. Des gens qui sont des bénévoles, qui aident, qui s'occupent des animaux errants, qui les attrapent pour les faire stériliser. Tout ça, c'est au bénéfice de tous. Donc, il faut vraiment qu'on mette en place des aides pour permettre à ces associations, à ces bénévoles, que je salue d'ailleurs, parce qu'ils font un travail remarquable, de pouvoir continuer ce travail en ayant une aide qui soit à la hauteur du bien-être que ça procure, et pour les animaux, et pour les hommes. Une dernière question, Marine Le Pen, nous sommes le 17 novembre, on est à 5 mois de la présidentielle, et on constate que les choses commencent à se décanter. Éric de La Ciotat vous fait remarquer que selon lui, un autre Éric Zemmour semble avoir tiré toutes ses cartouches, je le cite, et que les débats LR prouvent qu'ils reprennent quasiment toutes vos propositions. J'ai même lu ce matin, c'est une dernière minute, votre père, Jean-Marie, qui donne une interview au Télégramme, dire quasiment la même chose. En substance, Éric Zemmour a brûlé toutes ses cartouches, et il n'y en a qu'une qui sait faire, c'est Marine. La réalité, c'est qu'Éric Zemmour, il a bénéficié de l'ennui des journalistes. Les journalistes s'ennuyaient. Quand les journalistes s'ennuient, ils se précipitent sur un sujet quand il est nouveau. Donc il a bénéficié de cette nouveauté, il était nouveau. Mais en réalité, au fur et à mesure, donc il a séduit parce qu'il dit des choses que nous disions depuis 40 ans, mais peut-être quand c'est dit par quelqu'un d'autre, ça apparaît nouveau. Mais en réalité, les gens se sont rendus compte au fur et à mesure que c'était un polémiste. C'est pas un chef d'État. C'est même pas un homme politique.
C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui en fait réfléchit à trouver des solutions. C'est quelqu'un qui polémique sur le constat qu'il fait d'une situation. Parfois, ce constat est juste, parfois, il est outrancier. Mais c'est son droit, c'est la liberté d'expression. Mais le constat ne suffit pas. Mais le constat ne suffit pas. Car en réalité, ce qu'attendent les Français, ce sont des solutions. Et ils en ont eu des constats. Là, chez LR, ils ont plein de constats. Tout le monde est d'accord avec Marine Le Pen. Oh là là, l'immigration, c'est catastrophique. Ils en oublient presque qu'ils ont été au pouvoir pendant des années et qu'en réalité, ils n'ont rien fait qu'aggraver la situation de l'immigration, aggraver la situation des cités dont nous parlions tout à l'heure, l'insécurité, le laxisme d'État, la perte d'autorité de l'État, etc. Donc, tout le monde est capable de faire un constat. Les deux vraies qualités, c'est être capable d'apporter des solutions et surtout avoir le courage de les mettre en œuvre. Et j'ai beaucoup travaillé pour que les solutions soient les plus efficaces possibles. J'ai toujours eu en moi le courage de les mettre en œuvre. À 5 mois de la présidentielle, quel est votre état d'esprit? Beaucoup nous le demandent sur mlafrance.fr. Eh ben, très bien, je continue à travailler, je continue à venir, encore une fois, au plus près des Français, à affiner mon projet, à aller, comme je l'ai fait au SAMU 75, pour parler avec des professionnels, pour leur dire voilà ce que je pense, est-ce que ça correspond à ce que vous attendez, est-ce que vous avez des idées supplémentaires, parce que je pense que c'est ça aussi, faire de la politique, hein. C'est pas laisser descendre vers le peuple des solutions comme ça qui auraient été conçues dans des bureaux, c'est au contraire, prendre les problématiques réelles et y apporter des solutions. Et puis, quand on a des propositions, les affiner, les confronter à la réalité de l'attente. Et nous, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, Marine Le Pen. À bientôt. Merci.